En tant que Premier ministre, je veillerai à ce que chacun puisse apporter sa contribution à la concertation très intense qui va s'ouvrir. Nous prévoyons une concertation intense avec les partenaires sociaux. Je crois à la négociation. Cette méthode de concertation intense, inédite, Je crois à la discussion. nous souhaitons écouter, peser les choses. La négociation et la discussion. Nous reprendrons les concertations. J'ai entendu les organisations syndicales qui souhaitaient pouvoir discuter. La rapidité n'exclut pas la concertation approfondie. Concertation, négociation, Emmanuel Macron peut être échaudé par l'année dernière. La loi travail, longue histoire, il l'avait dit, c'était l'un de ses objectifs numéro 1. Mais comment faire ? Eh bien, on va décrypter sa méthode qui faisait sourire Gérard Filoche pendant la diffusion de cette petite interview. Bonjour à vous Gérard Filoche. Bonjour. Membre du bureau national du PS et ancien inspecteur du travail. Adrien Gindre est là également pour le service politique de LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Bonjour. En charge du Figaro Vox. Hier, donc, on en a su un petit peu plus sur ce projet de loi travail. Le gouvernement prévoit 50 réunions cet été. Gérard Filoche, le dialogue social a l'air fondamental pour le gouvernement. C'est un trompe-l'œil. Ça va être comme l'année dernière. Au fond, ils ont déjà décidé tout ce qu'ils veulent faire. Et la question, c'est comment ils vont faire passer la sauce. S'ils croyaient vraiment au débat, au Parlement, aux syndicats, d'abord, ils ne feraient pas cette loi, puisqu'il n'y a pas de demandeurs, à part eux. Monsieur Macron essaie de faire une petite vengeance de ce qu'il n'a pas pu faire il y a 2 ans. Il était déjà aux affaires dans la première loi. Il essaie d'aller plus loin que la première loi. Si c'était une vengeance, il n'aurait peut-être pas intérêt tellement à s'y remettre dedans. Parce que ça a été oui, mais il y a des gens obstinés, vous savez, les Jupiters qui s'entêtent. Et donc là, il essaie de pousser le bouchon. Et il ne faut pas l'appeler loi travail. C'est une loi anti-travail. C'est pas une loi pour les salariés, c'est une loi pour les grandes sociétés afin qu'elles puissent pomper les petites et les moyennes qui, à 80%, leur sont sous-traitantes. Il a dit qu'il voulait axer sur les TPE et PME. Mais c'est aussi une image. Dans les TPE, vous avez 1 million d'entreprises de moins de 10. Elles sont déjà, il y a pas, vous savez, c'est souvent le Moyen-Âge en droit du travail. C'est pas là le problème. Vous avez 200 000 entreprises qui sont entre 10 et 1000. Bon là, 80% d'entre elles sont sous-traitantes des 1000 entreprises qui dirigent notre pays. 1000 entreprises font 50% du produit intérieur brut. C'est elles qui, quand elles vont passer les marchés avec les entreprises sous-traitantes, vont bénéficier de tout ce qui va être déstructuré en droit du travail. C'est pas une loi de travail, c'est une loi dividende. Alors, on va parler de la méthode, si vous voulez bien, de la méthode du président et de la méthode du gouvernement. Et pour cela, on a posé la question ce matin à Raymond Soubi, vous savez, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Écoutez-le. Ce qu'offre Emmanuel Macron, en fait, aux syndicats, c'est pas tellement des concessions par rapport à ses projets initiaux, c'est une procédure de discussion et de concertation. Et les syndicats, qui se trouvaient un peu marginalisés dans la campagne, remontent sur le théâtre social et ne serait-ce que cela les satisfait. Alors Alexandre Devecchio, attendez, je vais vous poser la question, Alexandre Devecchio. Ce maître mot concertation, discussion, on a entendu le Premier ministre et la ministre tout à l'heure. Évidemment, Gérard Filoche est dans son rôle en disant que c'est de la poudre aux yeux. Est-ce qu'on peut y croire un petit peu quand même ou pas ? Non, très honnêtement, pour le coup, je partage l'avis de Gérard Filoche. Le plan d'Emmanuel Macron est arrêté. On discute effectivement pour se donner l'image de quelqu'un de conciliant, mais je crois que Emmanuel Macron est déterminé. Et je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, les syndicats qui sont en difficulté sont aussi contents d'être au cœur du jeu, mais tout ça est un peu un théâtre d'ombre, je pense. Ça veut dire que les syndicats se font balader dans cette histoire ? Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui, peut-être pas, on va le voir par la suite, mais les moyens politiques de jouer le rapport de force avec le gouvernement. Je ne sais pas si ces réformes vont être toujours prises pendant les vacances. Ça limite aussi la possibilité de grève dure. Donc je pense que c'est quand même compliqué, que le rapport de force, pour l'instant, est à l'avantage du gouvernement, l'état de grâce lié à l'élection d'Emmanuel Macron, et donc il en profite pour aller le plus vite possible. Alors, les syndicats sont dans l'expectative, en tout cas, ils ne sont pas frontalement opposés, ils attendent de voir, on va les écouter, et ensuite je vous montre notre analyse, Adrien. C'est une feuille de route qui ne tient pas la route, puisqu'elle s'obstine à considérer le Code du travail comme un obstacle à l'emploi. Or, aucune étude sérieuse n'a démontré qu'il y avait un lien entre le niveau de chômage et les droits et garanties des salariés. On n'est pas rentré encore dans le détail, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le détail. Alors, il y a des points a priori
positifs. Il y a des points qui peuvent être potentiellement négatifs. Mais le gouvernement respecte les procédures de concertation. Quand je dis respecte, c'est respecte les procédures du Code du travail. Ce qui n'était pas le cas du précédent avec la loi travail. Nous trouvons aussi que c'est en certains points déséquilibré parce qu'il n'y a pas assez d'annonces, d'ouverture de discussion sur des mesures très concrètes pour les salariés en termes de sécurisation de leur parcours professionnel notamment, ou même en termes d'aide aux chômeurs de longue durée pour retrouver un emploi. Alors, Adrien, c'est vrai que pour le moment, on ne connaît pas grand-chose encore de la technicité de ce texte-là. Est-ce que vous diriez que le chef de l'État, ou le gouvernement plus exactement, brosse les syndicats dans le sens du poil, en tout cas pour le moment ? Il y a de l'habileté politique, bien sûr. On ne va pas critiquer ce point-là. Sur ce terrain-là, c'est bien exécuté jusqu'ici. Le problème, c'est qu'il y a effectivement deux niveaux. Il y a le démarrage, l'affichage, et il y a ensuite les détails, le contenu du texte, les mesures prises une par une. La concertation, on peut dire, Emmanuel Macron a une idée très claire de là où il veut aller et emmener syndicats et patronat. Il fait quand même l'effort, on va le défendre sur ce point-là, d'organiser des rencontres avec les différentes organisations. Alors on peut dire que ce sont des rencontres pour rien, qui ne servent à rien. Le fait est qu'elles ont lieu. Le fait est qu'il n'était pas obligé de les organiser. Il a dit qu'il utiliserait les ordonnances pour aller vite au Parlement. Mais il pouvait très bien aller directement au Parlement, sans passer par la case syndicale et patronale plus que ça. Le problème, c'est qu'il a compris qu'il ne pouvait pas se permettre une opposition à la fois politique et du point de vue des organisations syndicales et patronales. Il va donc, dans les semaines à venir, essayer d'éteindre cette opposition syndicale et patronale en faisant de la pédagogie dans ces rendez-vous, encore plus certainement que de la concertation, de la discussion, de la négociation, pour se prévaloir d'avoir un blanc-seing venu du monde du travail et dire à la classe politique, vous êtes arc-boutés sur vos archaïsmes, nous avançons main dans la main avec ceux qui concrètement sont dans les entreprises. Vous êtes d'accord avec l'analyse d'Adrien ? Non, pas du tout. Il est naïf, Emmanuel Macron, en organisant ces réunions ? Pas du tout. On l'a vu, il est filmé, il marche à côté de M. Le Drian. Oui. Qui lui demande comment ça s'est passé les syndicats, et il dit ça s'est bien passé, je n'aurais rien dit. Oui. C'est ce qui va se passer pendant 2 mois, bien entendu. Et à la fin, il décidera ce qu'il voudra. Si vous prenez au sérieux le Code du travail, par exemple, on a 547 accidents mortels. Les accidents mortels du travail ont augmenté. On pourrait prendre une mesure, par exemple, interdire l'intérim dans le bâtiment. Je le dis parce que c'est dans le Code du travail allemand. Si on voulait protéger la santé et l'intérêt des travailleurs, on ferait ça. On interdirait l'intérim dans les sites Céveso. Il y en a 1200. Ce sont les intérimaires qui payent le plus souvent de leur vie. Parce que quand on est flexible, quand on est précaire, on meurt plus au travail. Mais il n'a pas fait campagne là-dessus. Mais ça m'est égal, monsieur. Moi, je pars du point de vue des salariés. Et je dis qu'il fait une loi anti-salariés. Et donc, vous me dites qu'il n'a pas fait campagne là-dessus, monsieur. Mais il a été élu par 23% des voix au premier tour. C'est le seul vote qui compte, dont la moitié était par défaut parce que les gens ne voulaient pas Fillon ou ne voulaient pas Le Pen. Enfin, tout le monde sait bien. Oui, mais ça, c'est le mécanisme des institutions. Ça n'empêche pas que le point de départ, il n'a pas de majorité et qu'il parvient. C'est une réussite à tromper tout son monde. Quand Adrien dit effectivement c'est de l'habileté politique d'organiser 50 réunions, n'empêche qu'elles vont exister, ces réunions. Elles vont être comme il a dit. Je leur ai rien dit, ça s'est bien passé. La vérité est en une phrase. C'est M. Macron qui a dit ça, c'est pas moi. Je leur ai rien dit, ça s'est bien passé. Il va le faire 50 fois s'il le faut. Ils savent faire ça pour tromper les travailleurs. Il s'agit d'augmenter les dividendes, madame. Il n'y a pas de dialogue social. Le dialogue social, madame. Dans l'entreprise, M. Mailly, il va participer à ces réunions. Dans l'entreprise, madame, ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Il n'y a pas de citoyenneté dans l'entreprise. Il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise. Nous sommes subordonnés, vous, comme tout le monde ici, qui travaille dans une entreprise. Et nous savons bien ce que c'est le poids de la subordination. Donc on a un code du travail pour lutter contre cette subordination. En contrepartie, le droit du travail, c'est pas pour plaire aux entreprises, c'est pour que les femmes et les hommes qui travaillent puissent résister aux demandes des entreprises. Vous pensez qu'à aucun moment il ne veut diminuer le chômage, par exemple, Monsieur, si vous voulez diminuer le chômage, appliquer davantage de droit du travail, on a 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont ni déclarées, ni majorées, ni payées. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. Doubler le corps d'inspecteurs du travail, contrôler les heures supplémentaires, freiner la délinquance patronale, et vous aurez de l'emploi. Il ne fait pas la même analyse que vous. Plus vous êtes souple, plus vous permettez que les gens soient flexibles, donc qu'ils travaillent à la place de ceux qui n'ont pas de boulot. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi, monsieur. C'est quand vous avez effectivement des normes, des règles et des lois que le partage du travail peut s'opérer. Lui n'est pas du tout sur le même créneau que vous et pas du tout dans la même analyse. Alexandre Devecchio, est-ce qu'il est en train, Emmanuel Macron, de faire la réforme que la droite n'a jamais osé faire, finalement ?
sans doute, ou que la droite n'a jamais pu faire non plus, parce que l'état du pays ne le permet pas. Je ne sais pas si ça va aboutir, ce que fait M. Macron. Moi, je suis assez d'accord sur le diagnostic de l'élection présidentielle. Il a été élu avec 23% des voix. Certes, François Fillon avait un programme aussi libéral, mais ça ne fait pas forcément une majorité. Je crois que la température du pays, elle est plutôt malgré tout à la protection. Les gens n'ont pas forcément envie d'être précarisés, et ce serait un signal sans doute assez dur pour l'opinion qui aujourd'hui a envie d'être protégée sur tous les plans. Donc c'est à mon avis un contresens politique, même si il s'en est jamais caché. Effectivement, c'est son programme et il est assez déterminé. Mais je pense qu'il y a une raison si la droite n'a pas réussi. Il y a une raison aussi si jamais il était empêché, comme la loi El Khomri avait été plus ou moins empêchée aussi. On est dans une période de fragilité liée à la mondialisation, où il y a des délocalisations, où les gens ont l'impression d'être de plus en plus fragiles, et je crois qu'il faudra en tenir compte et avoir aussi, en parallèle à cette flexibilisation, une vraie stratégie industrielle. Puisque ça ne suffit pas de flexibiliser le travail, il faut aussi avoir un projet. Là, le triomphe économique de l'Allemagne, on dit souvent que c'est les réformes Schröder, mais c'est aussi la spécialisation industrielle vers les exportations, etc., etc. Donc à mon avis, ça doit être, pour que ce soit bien perçu, il faut que ce soit une loi globale avec une véritable vision de l'économie. Mais là, c'est le cas, justement. On parle du Code du travail, mais il n'y a pas que ça, M. Filoche, dans ce qui a été présenté hier par Édouard Philippe, Muriel Pénicaud. Il y a d'autres réformes qui ont été présentées. La formation professionnelle, l'apprentissage, je sais qu'il veut casser les retraites aussi, etc. Mais il y a l'assurance chômage. Les retraites également. Casser le salaire non, ce que je veux vous dire, juste pour finir, je vais quand même aller au bout de ma phrase. Ce que je veux vous dire, c'est que tout à l'heure, on disait il n'y a pas que la flexibilité. Vous avez tout à fait raison. La tentative d'Emmanuel Macron, c'est de dire il y a aussi une part plus favorable aux salariés. C'est pas une vrai. sorte, de son point de vue, je finis, de donnant, sur le thème, on modifie le code du travail, mais on va aussi permettre aux salariés d'être mieux formés, d'être formés tout au long de leur carrière, et puis il y aura effectivement à la fin, vous avez raison, sur les retraites, une autre question, c'est là un nouveau chantier qui se prépare. Pour l'instant, on n'a pas les détails, c'est sûr. Est-ce qu'il faut lui faire un procès d'intention? Prenons la barémisation dont on parle. C'est une question que je pose, M. Filoche. Prenons la barémisation ou prenons les référendums d'entreprise. Regardez, Force ouvrière ne fait pas de procès d'intention a priori. Je les prends en exemple parce qu'on l'a entendu tout à l'heure. Chaque syndicat a sa tactique. Mais je connais M. Mailly, il sait de quoi il parle. Est-ce qu'il faut faire un procès d'intention systématiquement, ou en tout cas d'office là, alors que tous les éléments ne sont pas précis. La barémisation pour les licenciements. Il s'agit de combien vont être sanctionnés les patrons délinquants. C'est-à-dire ceux qui licencient abusivement, c'est un délit. Comment vont-ils être punis? De façon générale, face aux délinquants, la droite, elle dit qu'il faut des planchers. Là, il faut des plafonds. C'est-à-dire pour les petits délinquants, on met des planchers, et pour les grands patrons, on met des plafonds. Et là, on décide d'un barème. Oui, et bien alors, pourquoi c'est pas le juge qui tranche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne doit pas condamner les patrons délinquants, ils ne sont pas plus responsables que les autres. Non, le monsieur de Volkswagen qui triche, ou le monsieur de Samsung, ou ils doivent être sanctionnés. La délinquance patronale. Oui, deuxième chose, la question des référendums. Qu'est-ce que c'est un référendum dans une entreprise? Quand on vous appelle, on vous dit vous allez voter et il n'y aura pas d'organisation, de débat, c'est le patron qui décide du débat, et puis il vous dit, moi je vous dis comment ça se passe pour la loi El Khomri, pour baisser les heures supplémentaires par exemple de 25 à 10% dans une entreprise de la rue Saint-Martin du textile. Il y a 40 femmes qui travaillent, il y a 4 rangées de 10. La contre-maîtresse est sur l'estrade. Le jour où la loi El Khomri est passée, le patron est venu. Il a dit on va passer les heures de 25% à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre, et il n'y a personne qui a dit qu'il était contre parce qu'il n'y a pas de délégué du personnel. Et donc le patron, il est allé porter le papier à la directe et il a dit voilà, chez nous on a discuté, on est passé de 25% à 10%. Et tout le monde est d'accord. Alors, on va pour parler de la méthode, puisque tout à l'heure Adrien disait il y a un certain nombre de réformes, en tout cas de chantiers qui sont lancés en même temps. On a appris hier que la fameuse année blanche fiscale allait être décalée d'un an. On a essayé de comprendre pourquoi. On va écouter l'analyse de François-Xavier Pietri pour l'économie chez nous sur LCI. On en parle ensuite. Oui, en fait, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que les entreprises sont furieuses, non, c'est parce que cette réforme, si elle était entrée en vigueur dès janvier prochain, eh bien, elle allait tout simplement rendre totalement transparente et donc inefficace une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron, la suppression des cotisations sociales que payent les salariés sur le chômage ou la santé. Je m'explique. La suppression de ces cotisations, qui elles vont intervenir
en janvier, c'est-à-dire sur la fiche de paye de février, eh bien ça peut représenter, selon les salaires, entre 100 ou 200 euros par mois de plus sur la dernière ligne de la fiche de paye, même en tenant compte de la hausse de la CSG. Eh bien, avec le prélèvement à la source, c'est-à-dire donc l'impôt qui est prélevé sur la fiche de paye, ce bénéfice mensuel, ces 100 ou 200 euros auraient tout simplement disparu, au moins visuellement. Ça voulait dire que tout l'effet d'impact sur la consommation, sur le moral des ménages, du bénéfice des mesures Macron sur les allocations pouvait disparaître. C'est ce qui explique ce report. Pas question de polluer inutilement un des gestes forts d'Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat. Alors, je vous vois sourire, Gérard. Oui, excellente démonstration du tour de bonneau dont il est question. Oui, n'empêche que les 200 euros, pardonnez-moi, n'empêche que les 200 euros de pouvoir d'achat supplémentaire, ils seront là. Mais non, ils ne sont pas là. Pourquoi pas ? Ils sont retirés du salaire brut, madame. C'est un tour de bonneau. On vous met en bas ce qu'on vous enlève en haut. Le vrai salaire qui compte, madame, c'est le salaire brut, dans lequel vous avez votre retraite, votre maladie, votre chômage, le logement, dans le temps les allocations familiales, l'accident du travail. Donc on va vous diminuer votre salaire brut, on va mettre une petite prime pour vous tromper sur le salaire net. C'est vraiment, on ne peut pas prendre les gens autrement pour des gogos. Et alors, comme ça va se voir, et qu'en plus il y aurait eu le prélèvement à la source, les gens auraient dit mais on prend trop sur le salaire net. Alors il triche avec sa propre décision, puisque la prélèvement à la source c'était sous son ministère de l'économie avec Christian Eckert. Donc avec sa propre décision il triche pour reporter d'un an le prélèvement à la source pour mieux tromper les gens dès le 30 janvier avec l'argument que vous donniez, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit plus en bas mais il y aura un gros moins en haut. Oui, il y aura un petit plus en bas. Non, c'est pas ça qui compte, madame. Il y a autre chose aussi peut-être, c'est les 6 chantiers en 18 mois, c'est tactiquement assez habile. Ça veut dire que ça va forcer les syndicats, je vais simplifier, mais en gros à choisir leur combat, quoi. Ils pourront pas être sur tous les fronts. Là, ça permet de les noyer quand même sous une masse. Il y a quand même beaucoup de données à digérer. Stratégie du choc. On va tenter de discuter sur beaucoup de choses à la fois, mais trop de choses, parce qu'en réalité, si les syndicats se mettent à critiquer point par point chacune des mesures, ça va faire beaucoup. Et en fait, ils vont finir par devenir la caricature d'eux-mêmes, c'est-à-dire au lieu de donner l'impression de défendre les salariés, de s'opposer systématiquement. Or, Emmanuel Macron, à un moment, il va aussi jouer l'opinion. Vous ne reconnaissez pas son élection. Le fait est qu'il est président de la République. Le fait est qu'au mois de juin, là, dans 2 semaines à peine, on aura vraisemblablement une nouvelle majorité constituée qui sera certainement faite à plus de 50% de députés En Marche. Donc, à un moment, il pourra dire les syndicats sont contre, mais les Français ont voté pour parce qu'il n'a pas tout dit sur ces réformes, mais il a suffisamment dit pour qu'on sache qu'il veut faire des modifications. Il y a eu la petite musique de la négociation, de l'écoute, etc. Suffisamment dit pour qu'on dise aux gens ne votez pas, vous ne laissez pas avoir. Ah, ça, c'est votre travail. Il est encore temps, je sais que c'est dans 4 jours. Mais ceux qui vont donner une majorité à des inconnus, Tupperware, start-up, lobbyistes, affairistes, etc., qu'on ne connaît pas, pour voter la classe du Code du travail. Sous ça, le Code du travail, il est tout petit. 675 pages, 250 grammes. Là, il y a 3300 pages de plus parce que c'est les commentaires. Et donc, en fait, le Code du travail, on peut le défendre. Et ceux qui disent il est trop gros et tout ça, ils ont tort. C'est la protection des salariés, c'est un siècle d'histoire. Depuis la catastrophe de Courrières jusqu'à la naissance du Code. C'est des combats, des luttes, c'est la protection, le respect de l'humain dans l'entreprise. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, c'est la Déclaration de Philadelphie, c'est la Charte humaine des droits humains européenne de 99. C'est les droits de l'homme. Là, ce qui est terrible, c'est que le gouvernement vous répond le monde a changé. Monsieur, les gens vont se réveiller, les droits de l'homme. Vous n'allez pas me dire que le monde a changé. Moi, je vous dis rien du tout. Je vous dis juste alors je vous dis, les droits de l'homme, ça se défend quel que soit le changement du monde. Écoutez, on est allé voir, du coup, on est allé tourner dans des entreprises en Ile-de-France et on a rencontré des salariés. C'est Garance Pardigon qui est arrivé pendant 30 ans de faire ça. Mais voilà, on va regarder son reportage. Regardez. Dans cette petite entreprise, les 25 salariés et la direction décident ensemble de l'organisation du travail. Il n'y a pas de représentants syndicaux. Ici, la négociation au sein de l'entreprise est la règle, on la pratique tous les jours. Pourtant, pour cet ouvrier, elle doit rester limitée, contrairement à ce que propose le gouvernement. Ça risque, pour moi, d'avoir beaucoup de licenciements abusifs, ou peut-être, je ne sais pas. Bien au contraire, pour le dirigeant, ces négociations internes sont dans l'intérêt des salariés. Comment voulez-vous qu'on négocie la même chose pour une PME, pour moi de 30 personnes avec l'administratif, que pour une PME, voire une ETI de 250 ou 300 personnes ? Ici, 135 salariés, cadres ou ingénieurs principalement. Pour le dirigeant, il faut simplifier le code du travail dans son ensemble. Le plafonnement des dommages et intérêts de licenciement est inefficace. Je vous jure, quand j'embauche un salarié, c'est pas pour le licencier, c'est parce qu'effectivement on a besoin et on pense d'abord à ce qu'il va nous apporter dans son savoir-être et dans ses compétences plutôt qu'à son licenciement.
Et pour ces salariés aussi, il faut plus de flexibilité. Il y a beaucoup d'employeurs qui peuvent rechigner un peu à embaucher des personnes parce que comme on n'est jamais sûr de l'activité sur le long terme. Relancer l'emploi, c'est l'objectif principal du gouvernement avec la réforme du travail. Mais quelles que soient les mesures adoptées, elles ne porteront leurs fruits que dans plusieurs années. Alexandre Devecchio, vous avez le sentiment que sur ce qui a été annoncé, la marge de négo va être réelle, va exister pour de vrai ou pas ? Non, je pense pas. Je le disais, les syndicats sont pour l'instant atones. Il faut attendre parce qu'on a vu se cristalliser parfois des oppositions extrêmement violentes dans ce pays. Donc il est possible que la colère du pays, parce que malgré tout elle s'est manifestée lors de la présidentielle, on l'a un peu oublié, mais le Front National a plus de 30% sur un programme extrêmement protectionniste. Ça ne veut pas rien dire. Je pense qu'il y aura les législatives, mais énormément d'abstention. Donc non, je pense que la marge de manœuvre sera faible, qu'il a un peu cadenassé son projet. Bon, peut-être que les syndicats aussi sont dans une opposition trop systématique et ont tendance à défendre seulement un certain type de salariés, là où ils les représentent le plus. Moi, je pense que par exemple, sur l'idée du plafonnement, ça peut être une bonne idée, puisqu'effectivement, notamment pour les petites entreprises, il y a parfois hésitation à employer quelqu'un par peur de ne pas pouvoir ensuite le licencier. Mais par exemple, ça nécessiterait de réformer tout ce qui est emploi précaire, CDD, etc. Parce que dans un grand groupe, si on peut licencier plus facilement, pourquoi par exemple pour les jeunes multiplier les CDD, etc. Donc je pense qu'il y a des marges de manœuvre beaucoup plus grandes, mais que les syndicats n'ont pas forcément envie d'aller dans ce sens-là, parce qu'ils ont tendance aussi, eux, à défendre leur clientèle habituelle, qui sont plutôt des salariés installés. C'est une réalité aussi, et que le gouvernement a son plan cadenassé, que c'est un plan dans la logique bruxelloise, qu'il essaye d'imposer, que les gouvernements successifs de droite et de gauche essayent d'imposer un peu à toute force, sans jamais y parvenir, puisque l'opinion est globalement courte. Donc je pense que c'est un dialogue de sourds. Ça peut peut-être passer cet été si les choses sont faites rapidement, mais à terme, je pense que c'est pas une méthode de gouvernement dans un pays aussi fracturé que la France. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un défi pour la droite. On parlait des élections législatives. On voit que la droite ne sait pas se positionner. Elle a choisi un positionnement économiciste, libéral. Or, je crois qu'il y a de la place pour une droite populaire, un peu plus protectionniste, qui a une vision de l'industrie, et que ce serait un bon moyen de se différencier d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, c'est Jupiter et Uber. C'est-à-dire qu'en même temps, son idée, c'est un monde sans statut. C'est-à-dire où seule l'entreprise est divine. Et donc, elle s'impose à tout le monde. Et donc, il ne voit pas en dehors de ce cadre. Quand vous parlez de précaires, vous avez raison. On pourrait, par exemple, décider qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires par entreprise. Parce que ça, on limite immédiatement les abus qui sont faits contre les jeunes. Parce qu'on sait que dans France, il y a 85% des contrats, c'est des CDI. Par contre, pour les jeunes, au niveau de l'embauche, à 85%, ils sont embauchés en CDD. Ouais. Donc on sait bien que c'est artificiel, c'est politique, c'est pas économique. L'économie n'a pas besoin de précaires. Pour fonctionner, l'économie, elle a besoin de salariés bien formés, bien traités, bien payés. En vérité, la précarité, c'est un artifice pour faire plier les chines, isoler les syndicats et faire un chantage sur les salariés en permanence, de façon à augmenter les marges. Moi, je connais une entreprise, par exemple, qui va, elle, bien dialoguer. J'en connais une, 25 salariés, puisque vous l'avez montré tout à l'heure. Et ben le patron, il dit non, moi je vais les maintenir à 25% les heures sup, parce que je vais pas les passer à 10, et travail, et ça va être trop dur pour elle, etc. Mais c'est le banquier qui va arriver. Et le banquier va dire, mais monsieur l'employeur, moi j'aime bien les entreprises qui ont des marges. L'entreprise d'à côté, là, les a fait passer de 25 à 10% les heures sup. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que vous allez être à découvert à la fin du trimestre, et moi, banquier, je ne vous aiderai pas si vous ne passez pas les heures de 25 à 10%. Non, ce qui fait que le patron, avant, il pouvait résister puisque c'était la loi. La loi, c'était 25%. Ce patron qui parle, par exemple, des indemnités prud'homales et qui dit, mais attendez, mais moi, quand j'embauche quelqu'un, c'est pas pour le licencier. Ça, c'est la vérité. Il avait raison, celui-là. Parce que moi, je ne crois pas que les patrons embauchent par crainte de débaucher. Non, mais ils embauchent parce qu'ils ont besoin. Si j'ai un problème avec ce salarié, au prud'homme, je vais mourir, quoi. Mais non, madame. Quand on licencie avec des causes, c'est très facile de licencier dans ce pays. Quand on a un motif. Quand on n'en a pas, c'est-à-dire qu'on fait un licenciement abusif, on est sanctionné. C'est normal. Je suis moins
moins caricatural que Gérard Philippe là-dessus. Il y a aussi une réalité, notamment pour les petits et même pour les gros, c'est-à-dire que les licenciements coûtent extrêmement cher. Effectivement, pour les petits, ça peut même mettre à bas. Pourquoi il y a seulement 120 000 personnes au prud'homme 120 000 personnes au prud'homme sur 18 millions de salariés. Il y a des gens aussi qui abusent du système. Mais encore une fois, je pense que les contreparties doivent être beaucoup plus grandes et qu'il y a des abus des deux côtés. Je parlais des emplois précaires, des CDD, de la flexibilité. Je crois aussi que dans une période de disparition du travail, parce qu'on en est là, avec ubérisation et robotisation, il y a quelque chose de très angoissant à flexibiliser au moment où on est dans une transition industrielle majeure. Et je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir au modèle que simplement procéder à la flexibilisation. Parce que vous parlez du moment, Adrien, alors Emmanuel Macron lui-même ne s'attendait pas à alors on me dit état de grâce, en tout cas ces jours qui suivent la présidentielle, lui-même ne pensait pas que ça se passerait aussi bien pour lui, en tout cas dans l'opinion. Pour lui, ces combats-là, c'est le moment ou jamais, c'est-à-dire qu'il y aille tout de suite. Ça le conforte dans une conviction, c'est qu'il se dit, vous disiez, il a été échaudé par la loi travail version El Khomri sous le quinquennat Hollande, mais pas de la manière dont on croit, c'est-à-dire pas en se disant, ça a rencontré des oppositions dans le pays. Lui, il se dit, ça a rencontré des oppositions alors qu'on n'est même pas allé au bout de la démarche. Donc il se dit, il faut y aller encore plus loin, encore plus fort, déplaire encore davantage à M. Philoche et à une partie des syndicalistes, parce qu'il se dit une demi-réforme, une demi-mesure, ça ne servira à rien. Il faut y aller un bon coup, il faut y aller vraiment, et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel il est aujourd'hui. Le problème est que ça va créer une catastrophe. Je vois bien, Macron, c'est Thatcher. Contrairement à ce que les gens croyaient, il n'est pas au centre de la vie politique. Sur les questions économiques et sociales, il est thatcherien. Il est libéral. Donc il veut y aller en force. Donc il veut casser tous les droits le plus vite possible en profitant de la tromperie, en marche, on est au centre, tout ça, on ne sait plus où on est. Non mais la tromperie, Gérard Philoche, la tromperie encore une fois, je ne suis pas là pour la défense d'Emmanuel Macron, mais le fait est, comme disait Adrien, qu'il est président de la République et on verra dimanche soir, mais qu'a priori on s'oriente vers une majorité absolue, voire plus. Et j'ai le droit de le dire, que le putsch d'un homme de cabinet appuyé par le CAC 40 et le MEDEF, ça ne suffit pas à gouverner un pays. La société ne correspond pas aux aspirations de M. Macron. Il ne sait pas ce que c'est le travail. Il ne sait pas ce que c'est la souffrance. Il se moque des gens aux Comores ou il se moque des ouvriers qui travaillent. Il dit que c'est plus dur d'être un employeur. Il dit aux jeunes ayez envie de devenir milliardaire. Il dit ne cherchez pas des patrons, cherchez des clients. Il y a 30 citations de M. Macron qui montrent qu'il ne connaît pas le pays, la vie. Il est passé, il est élu. Mais ça va faire floc à un moment donné, surtout s'il fait du Thatcher. Parce qu'on ne peut pas agresser notre pays. On ne peut pas agresser notre pays. C'est-à-dire les millions de travailleurs qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. On ne peut pas les agresser comme ça avec cynisme en disant, comme vous dites fort bien, monsieur, je vais aller vite, jusqu'au bout, fort, je vais leur casser tout ce qui existe depuis le Conseil national de la résistance, je vais casser le salaire brut, je vais faire que la protection sociale ne soit plus liée au travail, mais faite par l'impôt. Je vous signale que c'est un cadeau de 450 milliards aux employeurs. Gérard Philoche, elle est réformable, la France, ou pas? Bien sûr, elle est réformable. On peut redistribuer les richesses. Elle n'a jamais été aussi riche, la France, et les richesses aussi mal partagées. Vous avez 1% des gens qui possèdent tout. Les 58 multinationales, elles blanchissent 100 milliards au Luxembourg. Vous avez 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. On a 80 milliards de fraude fiscale. Les Français, ils sont pas idiots. Pourquoi ils n'ont pas mis Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, alors? Mais s'il y a Benoît Hamon et Mélenchon s'étaient mis d'accord, on serait à l'Élysée, madame. C'est parce que c'est les deux dirigeants de gauche les plus bêtes du monde qui ne se sont pas mis d'accord. S'ils s'étaient mis d'accord, s'il y avait l'unité de la gauche serait majoritaire. Monsieur Macron a profité de cette division. S'il avait pu poser, j'ai fait tous mes efforts pour qu'il y ait un accord Mélenchon-Hamon, parce qu'ils auraient été en tête dès le premier tour et on aurait gagné. Parce que la gauche est en position de gagner dans ce pays. Il ne faut pas que Macron se trompe sur la majorité dont il dispose. Et il ne faut pas qu'il fasse... Après tout, il le fera, mais qu'il fasse du thatcherisme et qu'il croit que ça va passer. Forcément, il y aura un affrontement social. Je ne sais ni comment, c'est pas moi qui décide ces choses-là. Mais on ne peut pas prendre aux gens qui ont déjà si peu pour donner à ceux qui ont déjà tant. La théorie de Macron, c'est le ruissellement. On donne à ceux d'en haut, puis ça va finir par retomber à ceux d'en bas. Mais ça ruisselle jamais. Ceux d'en haut, ils siphonnent, ils prennent toujours plus. Et il est en train de lever tous les obstacles pour que ceux d'en haut prennent toujours plus. Et la preuve, il va enlever l'impôt sur la fortune. La preuve, il laisse les multinationales faire ce qu'elles veulent faire. Et de façon générale, ça va être un transfert de l'argent des pauvres à ceux des riches. Et ça ne reviendra pas. Ça va accroître la crise sociale. C'est ça qui me terrorise. Sur l'inconscience, je sais, vous allez me dire, il est président, il est élu, et puis des gens vont voter pour lui. Mais ça n'empêche pas qu'il est tort. Vous êtes convaincu que la France a le cœur à gauche?
Oui, madame, parce que c'est le salariat qui compte. C'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Tous, nous qui produisons, qui faisons vivre ce pays. Et donc, avec cette force de travail, nous devrions avoir un retour. Il devrait y avoir une redistribution des richesses. Et on nous en prend toujours plus. On nous enlève toujours plus. On dit, soyez flexibles, soyez précaires, payez des taxes. On va vous enlever votre taxe d'habitation. On va vous enlever votre assurance chômage. On va vous imposer 2 boulots et vous n'aurez pas la possibilité de choisir un 3e. On va vous faire, moi, Daniel Blake, ici en France. Thatcher, Macron, c'est ça qu'on a. Et donc, il va falloir quelque part qu'il y ait, comment dirais-je, les syndicats vont se faire entendre. Vous savez, il n'y a rien de mieux que les syndicats quand ils sont unis. Il n'y a rien de mieux que les syndicats pour défendre les droits des salariés. Il n'y a rien que les syndicats quand ils défendent les précaires également. Et quand on a un programme, moi j'ai 10 points pour améliorer le travail. Je vous dis comment on peut le répartir avec 32 heures. Un jour, ça sera 28 heures. Un jour, ça sera 24 heures. Je vous dis comment avec la numérisation, on peut créer des emplois au lieu d'en supprimer. Je vous dis comment on peut faire contre les précaires, comment on peut renforcer l'inspecteur du travail alors qu'elle a été affaiblie. Et vous dites aux syndicats qu'il y a peut-être quand même certaines concessions à faire où il faut tout jeter dans ce texte. Moi-même, je suis syndiqué depuis 5 ans. Oui, dans le texte Macron, il faut tout jeter. C'est pas une base de discussion. La base de discussion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment vous luttez pour défendre les conditions d'hygiène et sécurité au travail. Ils en parlent jamais. Ils suppriment même les CHSCT. Pour les gens, les CHSCT, c'est un borborigme. Mais en vérité, c'était la seule instance qui vous défend quand vous êtes à AZF. Vous pouvez diminuer les chances d'avoir une explosion parce que vous avez un CHSCT. Donc on supprime tout, donc on discute même pas. Donc on ne dit même pas aux syndicats, bien sûr, madame, on peut discuter comment on rétablit la médecine du travail qui est quasiment morte. On peut discuter comment on redonne l'indépendance à l'inspection du travail pour qu'elle puisse contrôler selon les conventions de l'Organisation internationale du travail. On peut discuter pour qu'il y ait un droit du travail universel et pas boutique par boutique. Le droit du travail, je le répète, c'est les droits de la femme et de l'homme, pas les droits de l'entreprise. S'il y a une Organisation internationale du travail, c'est parce qu'on veut qu'il y ait le même droit au Bangladesh. Et chez nous, on ne veut pas faciliter le travail des enfants. Alors pourquoi à 3 rues d'intervalle dans le 3e arrondissement, on va permettre qu'il y ait du dumping social parce qu'on va affaiblir la branche au profit de l'entreprise. Il faut au contraire renforcer les branches. C'est ce qui permet l'égalité dans un même métier, dans une même domaine, pour que les salariés aient le même confort au travail. Et les salariés qui ont un confort au travail, ils sont mieux que les autres, ils produisent plus. Le vrai intérêt du patronat devrait être de comprendre ça, au lieu de courir sans arrêt le dividende qu'on fait évader et qu'on ne réinvestit pas dans l'emploi. Alors, on va terminer sur un petit calendrier, juste Adrien, sur la suite, sur ce texte, justement. Des concertations pendant plusieurs semaines, jusqu'à la fin du mois de juillet. Il y aura une présentation au Conseil des ministres 28 juin du projet de loi d'habilitation pour les ordonnances. Et tout ça, ça doit être bouclé avant le 21 septembre, ratifié en Conseil des ministres a priori le 20 septembre, pour une mise en œuvre, pour la première partie rapide. Mais attention, on le disait tout à l'heure, il y aura d'autres textes qui vont nous mener jusqu'à la fin de l'année 2018. Et avec peut-être un 3e tour social à la rentrée. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir, Monsieur Filoche, merci infiniment, qui est sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon. Tout est à jeter dans ce texte, ça n'est pas une base de travail. Je sais, mais Jean-Luc Mélenchon a dit la même chose. Mais c'est bien, s'il est socialiste encore, je m'en réjouis, je suis pour l'unité. Allez, restez avec nous, un nouveau journal dans une seconde.